nos centres. Parce qu'on a, bon, voilà. Et on voit vraiment toute l'importance qu'il y a à partager nos expériences, nos avancées. Moi, j'apprends plein de choses. La dernière présentation, j'ai trouvé formidable. Et donc, ça mérite un vrai merci. Je tenais vraiment à le faire. Je tenais vraiment à le faire. Donc, ben, en fait, l'ordre des présentations est vraiment très intéressant puisque je vais vous montrer une application réelle que j'utilise pour des patients presque au quotidien au CHU, puisque j'ai quelques patients qui sont traités pour une amylose héréditaire par ARN antisens. Et donc, ça va être l'occasion de vous montrer un peu les résultats, ce qu'on peut en attendre, et puis peut-être répondre avec notre expérience locale à la question des effets indésirables, puisque je les gère régulièrement. En fait, je les gère régulièrement, il n'y en a pas, donc non, il faut vraiment être à l'aise, en tout cas avec ce traitement dans cette pathologie-là. Donc, un petit rappel sur la transthyrétine, c'est une protéine qui est un transporteur de la thyroxine et du rétinol. Eh bien, en passage, et je n'oublierai pas comme ça de vous le préciser, par définition, puisqu'on va s'attaquer avec l'ARN antisense à cette protéine, il va y avoir des conséquences dans les effets indésirables, et notamment à cause de ce transport de rétinol, il va y avoir des problèmes de déficit en vitamine A, et donc tous nos patients sont supplémentés en vitamine A pour éviter les effets indésirables inhérents à la thérapeutique. Transthyrétine, 150 mutations, un grand nombre sont à l'origine d'une atteinte non amyloïdoïde, donc j'en parlerai pas. Et comme on vous l'a précisé tout à l'heure, lorsque ces mutations sont pathogènes via la production de cette protéine pathogène au niveau hépatique essentiellement, c'est 95% du lieu de fabrication, on a des troubles en 3 dimensions de la protéine qui est ainsi fabriquée et des dépôts qui vont être pathogènes dans différents tissus, dont un des plus importants, et j'y reviendrai, est le système nerveux périphérique. La prévalence, on en a reparlé. Il y a quand même historiquement toujours des choses à savoir. Il y a 3 zones endémiques décrites historiquement, une au Portugal, à tel point qu'on appelait cette pathologie l'amylose portugaise, une Suède et Japon. Elle reste en fait ubiquitaire dans le monde et on a plusieurs centaines de cas décrits en France. Et quand on reprend la carte européenne qui peut-être nous touche un peu plus, vous avez une variabilité des mutations possibles avec au Portugal presque exclusivement la mutation VALMET30, ainsi qu'en Suède, alors qu'en France, et je vous ai ressorti les chiffres les plus récents, en France, on a une hétérogénéité des mutations décrites, mais avec quand même une très grande prédominance de la mutation VALMET30, qui représente 65% des cas, avec essentiellement des formes tardives d'amylose héréditaire, ce qui tranche avec les formes portugaises, qui sont des formes beaucoup plus précoces. Et un des paradoxes même, et ce qui parfois complique beaucoup le diagnostic de cette atteinte, c'est que la pénétrance est extrêmement variable, beaucoup plus importante dans la forme portugaise que dans la forme caucasienne, non portugaise, c'est-à-dire en tout cas dans nos pays, et avec une expression plus précoce mais aussi plus lente chez les Portugais, alors que pour la même mutation, l'expression est plus tardive et malheureusement beaucoup plus agressive dans les cas en métropole décrits non portugais. On l'a dit, pour des questions logiques, les dépôts d'amylose sur une amylose pathologique peuvent se faire sur différents organes, au niveau ophtalmologique, au niveau rénal, au niveau du système nerveux autonome, mais tout de même, les 2 systèmes les plus fréquemment touchés sont les systèmes cardiovasculaires et le système nerveux périphérique, sont vraiment les 2 atteintes les plus fréquentes. Pour préciser bien entendu les choses, en fonction de la mutation, la répartition phénotypique est variable. Et donc, on peut la décrire comme ça, avec des mutations qui vont avoir une expression extrêmement prédominante sur le plan cardiologique. Je pense à la mutation V122I, qui est présente dans 4% de la population noire américaine et qui est issue en fait des migrations forcées liées à l'esclavage. C'est une mutation connue en Afrique de l'Ouest. Et l'esclavage a fait qu'il y a une hérédité marquée et très importante dans la population noire américaine. Et c'est également le cas dans nos Antilles, où c'est la mutation qui est prédominante. Alors que donc en métropole, on est beaucoup plus touché par la mutation VALMET30, avec expression essentiellement tardive pour nous. C'est quand même cette mutation 50% des cas à l'échelle mondiale. Bien entendu, il ne faut pas se tromper, hein. Cet arbre n'est pas
Là, pour dire, à partir du moment où on avale 1,30 m, on n'aura qu'une atteinte, chez un Portugais, qu'une atteinte périphérique, ou un V122i, qu'une atteinte cardiaque. C'est pas du tout le cas. On a encore eu l'occasion cette année d'avoir un patient adressé des Caraïbes à la consultation électromyographique par nos collègues cardiologues qui avaient découvert une insuffisance cardiaque sur une amylose cardiaque. Ils me l'avaient envoyé parce qu'on a établi en effet des liens de prise en charge multidisciplinaire quasiment systématique pour ces pathologies-là. Il me l'avait envoyé en EMG de manière presque systématique, alors que le patient n'avait pas du tout de symptômes et le patient avait une neuropathie extrêmement sévère électromyographique, alors qu'elle était très peu du point de vue symptomatique. Donc encore une fois, ce n'est pas un cadre fixé, et on voit au fur et à mesure des découvertes et des études épidémiologiques que le phénotype s'enrichit beaucoup. Pour ce qui est donc de nos neuropathies, deux mécanismes importants. Un mécanisme de dépôt direct d'amylose, c'est ce que l'on retrouve beaucoup dans les formes portugaises. Et chez nos patients de métropole non portugais, on a des formes plutôt tardives qui sont liées à des phénomènes de vascularite, et ça explique probablement les formes beaucoup plus agressives et avec un pronostic beaucoup plus sombre de nos patients. La forme classique de neuropathie, elle est décrite historiquement comme étant une neuropathie axonale, progressive, sensitivo-motrice, douloureuse, c'était un mot important, presque dogmatique dans les premières descriptions, et dysautonomique, avec un caractère longueur dépendant de la neuropathie douloureuse, c'est-à-dire avec un début au membre inférieur, en distalité, une évolution ascendante, avec une atteinte dans un deuxième temps au niveau des membres supérieurs. À ce niveau-là, d'ailleurs, parmi les dogmes, et qui sont presque toujours d'actualité, il était décrit qu'il n'y avait pas de neuropathie héréditaire sur amylose sans syndrome du canal carpien. Les fibres sensitives de plus gros diamètre étaient touchées dans un deuxième temps, donc les atteintes sensitives déficitaires, proprioceptives et motrices déficitaires arrivaient dans un deuxième temps. Un pronostic extrêmement sombre, et il faut évidemment le garder à l'esprit pour voir un peu tout l'intérêt des thérapeutiques qui ont été développées. Finalement, un pronostic vital entre le début des symptômes et le décès des patients qui était entre de 10 à 12 ans. Donc vraiment, pour nous, neurologues, un diagnostic qu'on n'aimait pas faire parce que bien on était ce qui était la neurologie encore il y a 10 ou 15 ans, parfois pour certaines spécialités, eh bien on regardait le patient se dégrader, on n'avait aucun moyen de l'aider. Je reviens juste une seconde sur ça. Évidemment, ça, je vous l'ai dit, j'ai allégé le diaporama, mais je préfère le dire à l'oral finalement. Donc, c'est la forme classique depuis. Il faut vraiment l'avoir à l'esprit. On essaye de sensibiliser beaucoup nos collègues, soit neurologues, mais aussi d'autres spécialités. Le phénotype d'atteinte périphérique s'est beaucoup enrichi, et on a des formes de neuropathie très variables, et notamment une qu'il faut bien garder à l'esprit, qui sont des neuropathies plutôt démyélisantes, qui ressemblent beaucoup à des polyradiculonévrites. Et c'est un piège diagnostique sur lequel il faut insister pour éviter de tomber dedans, ce qui retarderait le diagnostic et, vous l'avez compris, la prise en charge qui est liée, qui est temps dépendant sur le pronostic fonctionnel et même vital. Les thérapeutiques, elles étaient riches, faibles jusqu'à maintenant, beaucoup basées sur le traitement des symptômes avec la transplantation cardiaque, les pacemakers cardiaques. Sur le plan neuropathique, pas grand-chose. Et puis, les révolutions sont arrivées en deux temps, avec l'arrivée d'une molécule qui s'appelle le tafamidis. En tout cas, je parle de la France. Puis, et c'est ce qui nous intéresse un peu plus aujourd'hui, de la thérapeutique basée sur les ARN interférents. Bien entendu, au cœur des thérapeutiques, pendant très longtemps, et c'est maintenant devenu de plus en plus rare, il y avait la transplantation hépatique, avec réservée aux patients paucisymptomatiques et avec des pronostics vitaux qui étaient très mauvais quand même, avec un taux de mortalité important. Le tafamidis, pour en avoir quand même une notion, puisque ça fait quand même partie de notre première révolution, enfin un traitement à offrir à nos patients. Il est arrivé en AMM en 2012. Quand on regarde réellement, et c'est souvent le cas dans ces maladies rares, quand on regarde réellement les résultats, finalement, on pouvait s'attendre un peu à la déception. Donc, en fait, même des critères qui nous parlent, c'est-à-dire des critères d'efficacité sur l'aggravation motrice par rapport à la neuropathie, qui étaient en intention de traiter, qui n'étaient pas significatifs, mais quand même un ralentissement de l'évolution de la pathologie par rapport au placebo, qui a justifié son AMM.
avec une restriction qui est importante, une restriction qui est une AMM réservée aux patients ayant des formes précoces de neuropathie, paucisymptomatiques, parce que lorsqu'il y avait une mise en place tardive du traitement, eh bien, le pronostic était beaucoup plus réservé et le handicap, on n'arrivait pas à rattraper le temps passé. Un certain nombre quand même d'informations importantes. Il n'y a finalement que entre 30 et 50% des patients sous tafamidis qui vont être répondeurs à la thérapeutique. Donc pour nous en neurologie, une thérapeutique qui était pleine d'espoir, mais qui a une vraie limite et qui est réservée aux patients en forme précoce. Je me suis permis de rajouter ces quelques diapositives qu'on avait partagées avec Romain Trésorier lors d'une présentation commune sur la neuropathie amyloïde. Le tafamidis a trouvé une place peut-être plus importante encore en cardiologie sur l'atteinte cardiopathique amyloïde, avec une efficacité sur le risque de mortalité, le risque d'hospitalisation qui est quand même assez marqué, avec une réduction de 30 à 20% selon les critères utilisés. Et chose importante aussi à retenir, c'est qu'en cardiologie, grâce à cette étude qui a comparé 2 doses de tafamidis, celle que nous utilisons en neurologie, qui est de 20 mg, et une deuxième dose qui est 80 mg avec une nouvelle pharmacopée qui est équivalente à la vente de 61 mg. Donc 80 et 61 sont des équivalents de doses. Donc comparaison de 20 et 80, où indéniablement en cardiologie, ce qui n'est pas le cas, je ne vous ai pas mis toutes les études, qui n'est pas le cas en neurologie, une efficacité supérieure du dosage de 80 mg par rapport au dosage 20 mg, ce qui explique que l'on voit un certain nombre de patients ayant une atteinte cardiaque et non pas neurologique traités par tafamidis 61 au long cours pour cette efficacité démontrée. Ce qui va nous intéresser finalement aujourd'hui, c'est avant tout l'ARN interférent. Donc la publication dont notre collègue nous a parlé date de 2018, qui est une étude concernant le patisiran, pas trop pour le nom commercial. Le patisiran, il vous en a parlé rapidement. Donc ça, c'est évidemment une première diapositive qui est intéressante parce que vous voyez le taux sanguin de mesure de la transthyrétine à partir du moment où le traitement est effectué. C'est un traitement qui se fait sous forme intraveineuse toutes les 3 semaines. C'est donc des patients que je vois plus d'une fois par mois qui reviennent donc très régulièrement. Ça reste très lourd. Les premiers patients, je vous en touche 2 mots, que nous avons, sont tous des patients que nous avions envoyés au Kremlin-Bicêtre dans l'équipe de David Adams, qui est le coordinateur national de la neuropathie amyloïde et qui était l'investigateur principal pour l'étude en France de patisiran. Donc, tous nos malades diagnostiqués à Clermont, nous avions fait une filière avec David et ils ont été pris en charge par cette équipe pour ce traitement, mais mine de rien, pour des raisons inhérentes à la difficulté de diagnostic, ce sont des patients qui étaient quand même assez évolués déjà sur le plan neuropathique, mais aussi cardiaque. Et quand on les a récupérés ensuite pour continuer la prise en charge, ces patients, on préfère aujourd'hui les maintenir au CHU. Ils ont quand même des grosses atteintes cardiaques et on ne se sent pas de les confier à l'HAD avec toutes les difficultés qu'il peut y avoir pour l'HAD, mais aussi pour nous en retour pour pouvoir les accueillir si ça se passe pas bien. Donc pour l'instant, ils sont tous traités au CHU, mais avec des possibilités théoriques de traitement à domicile. Et en tout cas, on voit cet effondrement du taux sérique de la transthyrétine qui se maintient dans le temps avec les perfusions régulières de patisiran. Le critère principal de l'évaluation dans cette étude, c'était ce score, qui est un score composite, utilisant avant tout des critères moteurs de force, mais aussi des critères autres, les réflexes, les troubles de l'équilibre, etc. Et quand on regarde l'efficacité qui est résumée dans ce graphique, l'efficacité, eh bien, avec le temps, donc l'étude avait été faite sur 18 mois, on voit dans le groupe traité une stabilité, voire même une amélioration des paramètres composites, ce qui est évidemment hallucinant quand on regarde le pronostic réel de ces patients. Avec donc un groupe placebo, rien d'étonnant, une évolution lente et irréversible de l'aggravation. Le critère, en effet, principal, qui reste ce score-là, avec une valeur significative de comparaison entre le groupe placebo et le groupe traité, pour le score moteur, qui a évidemment pour nous le plus de sens, mais aussi pour le score qualité de vie pour nos patients, qui est évidemment, eux, leur sens.
L'AMM a été donné en 2018 et la même année, dans le même journal, vous avez une deuxième molécule, l'inotersen, qui n'est pas la même technologie, dont il ne nous a pas parlé, qui est basée sur des oligonucléotides antisens et qui a eu également la même AMM avec une efficacité basée sur le même score d'évaluation motrice, une efficacité qui est intéressante, qui très clairement, quand on reprend quand même la bibliographie et même l'expérience de post-commercialisation, est un peu au deuxième plan par rapport au patisiran, ce qui fait quand même que le patisiran est le plus utilisé en France très largement, même si le inotersen avait cet intérêt d'être traité, d'être des injections sous-cutanées et donc beaucoup plus utile et facile à utiliser à domicile. Sur ce qui est important, bien entendu, et quand on voit encore une fois le pronostic à 3 ans, 4 ans, 5 ans d'une évolution d'une neuropathie amyloïde, quand on regarde l'efficacité du traitement à moyen et long terme, donc là, vous avez une limite à 42 mois, on voit que l'efficacité du groupe traité se maintient vraiment dans le temps, non seulement dans cette stabilité, au pire, mais même dans cette amélioration des symptômes moteurs, le score principal et d'évaluation étant encore une fois le score moteur. Alors que les patients qui avaient été traités par placebo dans un premier temps, puis dans l'extension de l'étude Apollo, qui est l'étude qui a permis la commercialisation du patisiran, traités à partir de 18 mois par patisiran, on voit bien qu'ils ne rattrapent jamais l'amélioration du groupe traité initialement, ce qui prouve à quel point il y a aujourd'hui, et je finirai tout à l'heure sur le sens que ça a pour nous, il y a une urgence à diagnostiquer ces patients. En résumé, je le dis maintenant, mais ce sera ma conclusion. On passe de « Oh mon Dieu, je ne veux surtout pas faire ce diagnostic parce que j'aurai rien à faire, je vais regarder quelqu'un mourir en 4-5 ans » à « Oh mon Dieu, il faut absolument que je ne passe pas à côté parce que j'ai un traitement qui est hallucinant. » Donc là, c'est la même évolution pour le même groupe sur la qualité de vie. Ce qui était intéressant, et je l'ai mis ici, bien entendu, pour qu'on ait un peu cette approche particulière, mais c'était une méta-analyse qui avait permis de comparer dans la littérature le tafamidis, qui était notre premier traitement de 2012, au patisiran, et vous avez évidemment, sans commune mesure, à chaque fois, pour chaque critère utilisé, une efficacité très largement au profit du patisiran. Parmi les choses importantes à savoir, donc encore une fois, le patisiran ARN antisens utilisé par voie veineuse toutes les 3 semaines, eh bien, le même laboratoire, qui est le laboratoire Alnilam, qui avait été un laboratoire fondé par le prix Nobel qui avait découvert l'existence de ces ARN antisens. Il a monté d'abord une boîte qui s'appelle Biogen, enfin, il a participé à Biogen, puis ensuite à Alnilam, pour pouvoir développer ce type de thérapeutique. Ils sont en train de développer le vutrisiran, qui est la même molécule, mais qui sera cette fois-ci en forme sous-cutanée, beaucoup plus simple d'utilisation et avec des patients probablement uniquement traités à domicile. Je dis pourquoi probablement, vu aujourd'hui notre obsession de ne pas passer à côté de ce diagnostic, nous allons bien entendu diagnostiquer les gens beaucoup plus tôt, donc avec une évolution notamment sur le plan cardiaque et neuropathie beaucoup plus à minima, et donc des facilités pour traiter les gens à domicile qui nous paraissent assez évidentes. Donc ça, c'est les résultats de cette molécule, hein, le vutrisiran, avec les mêmes critères que vous connaissez désormais, ce score moteur composite et la qualité de vie. Et on a à peu près cette même courbe et cette même delta entre le groupe placebo et le groupe traité sur l'efficacité. En résumé, donc c'était ce que je voulais vous dire, c'est aujourd'hui vraiment au cœur de nos préoccupations diagnostiques. À partir du moment où cette thérapeutique est arrivée, on a changé de paradigme. Aujourd'hui, quand on fait la visite et quand on enseigne les neuropathies à nos étudiants, qu'ils soient internes mais aussi externes, on est passé d'un paradigme qui était « nous ne devons pas passer à côté d'une cause curable de neuropathie et notamment les neuropathies inflammatoires, les polyradiculonévrites chroniques pour lesquelles nous avons des traitements depuis toujours qui sont les immunoglobulines polyvalentes ». On est passé de ce paradigme que j'ai toujours connu à « nous ne devons pas passer à côté de l'amylose héréditaire » et c'est presque le numéro 1 de nos préoccupations parce qu'on a ces thérapeutiques qui ont changé notre vue sur la pathologie et on est presque à 2 doigts d'espérer que ce soit ça. Et comment on essaye de sensibiliser nos collègues neurologues sur la possibilité que l'on ait affaire à une neuropathie amyloïde et donc de faire la recherche génétique le plus tôt possible, eh bien, c'est de donner ces drapeaux rouges lorsqu'ils ont affaire à une neuropathie sensitive motrice. Si un seul de ces critères est associé à leur neuropathie,
une histoire familiale, un dysfonctionnement du système autonome, des troubles gastro-intestinaux, diarrhée, constipation, alternance des deux, une perte de poids inexpliquée supérieure à 10%, bien entendu l'existence concomitante d'une cardiopathie ou de troubles de conduction, une arythmie, le canal carpien, puisque c'était un dogme et qui reste toujours vrai, une néphropathie ou des opacités vitréennes. Si on a une neuropathie évolutive avec ces critères-là, ne pas hésiter à aller faire tout de suite la recherche génétique. Et j'y ai rajouté, bien entendu, pour les patients qui sont déjà pris en charge dans des centres et par nos collègues neurologues, s'ils voient la neuropathie évoluer de manière rapidement défavorable, ou si parce qu'ils ont pris ça pour une neuropathie inflammatoire, ils ont mis en place des immunomodulateurs mais qui ne marchent pas, notamment les immunoglobulines polyvalentes, et bien là encore, savoir remettre en cause leur diagnostic et d'aller faire la génétique pour ne pas passer à côté de ce diagnostic. Voilà.